tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo qui m'a été inspirée par une conversation que j'ai eue avec une amie qui est sage-femme et qui va ouvrir son cabinet de sage-femme en tant qu'indépendante cette année. Alors, elle me posait des questions un petit peu sur quelles sont les démarches à faire la première année d'exercice quand on devient indépendant, puisque pour l'instant elle est fonctionnaire des hôpitaux publics de Paris. Et du coup je suis tombée sur un article sur un site qui s'appelle le blog de Georges, qui est un blog, enfin c'est pas un site d'ailleurs, c'est un blog qui est un blog très intéressant, qui est dédié aux indépendants et qui concerne essentiellement les professions médicales. Enfin moi j'ai vu un petit peu, je suis inscrite sur leur groupe Facebook, c'est essentiellement des professions médicales qui sont inscrites sur ce même groupe et qui utilisent ce blog. Et ce blog est rattaché à un logiciel qui est un logiciel de comptabilité qui est proposé par cette société pour faire la comptabilité des indépendants sans que ces derniers aient à passer par un comptable. Donc moi je suis pas utilisatrice de ce logiciel, j'ai pas d'accord particuliers commerciaux avec le blog de Georges, mais par contre j'ai trouvé que l'article était très bien rédigé. Donc pour cette vidéo j'ai pas rédigé l'article moi personnellement, par contre je vous mets en lien en barre d'informations le lien vers l'article du blog de Georges qui explique très bien quelles sont les étapes administratives à franchir quand on veut se lancer en indépendant, notamment, enfin surtout en profession libérale. Alors la plupart des professions libérales, elles sont rattachées à un ordre professionnel. C'est le cas pour moi, avocat, c'est le cas pour les médecins, pour les notaires, pour les sages-femmes, pour les podologues, pour les kinésithérapeutes. Enfin en général quand on est une profession libérale, c'est qu'on est rattaché à un ordre professionnel. Donc la première chose à faire quand on s'installe en libéral, c'est de s'adresser à son ordre professionnel. Il n'y a qu'avec son autorisation qu'on pourra exercer son activité. L'avantage d'avoir cette étape, c'est-à-dire de passer par son ordre professionnel, c'est qu'en général l'ordre professionnel, ils ont les informations sur toutes les démarches administratives que vous aurez à faire si vous devenez profession libérale. Donc en principe, c'est eux qui ils sont à même de vous donner ce type d'informations. Et ça, moi, ça m'a été très utile quand j'ai démarré mon activité. Ils m'ont dit exactement, je me souviens, c'était l'ordre des avocats de Paris, ils m'ont dit exactement, vous devez faire ci, ensuite vous devez faire ça. Et c'était très clair, ils ont l'habitude. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et de toute façon, c'est obligatoire puisque votre ordre professionnel va vous donner une attestation dont vous aurez besoin pour les autres démarches administratives. Donc ça c'est la première étape, c'est s'inscrire auprès de son ordre professionnel, s'inscrire ou alors signaler qu'on va devenir libéral. Alors la deuxième étape, c'est votre sécurité sociale. Alors dans l'article du blog de Georges, vous verrez qu'il est indiqué qu'on doit s'inscrire à la CPAM. Alors ça c'est vrai pour les professions médicales, c'est pas vrai pour toutes les professions libérales. Moi je sais que les professions juridiques, elles étaient gérées par le RSI, ça a été récupéré par l'URSSAF, j'ai l'impression que ça va passer à la sécurité sociale des indépendants, enfin... De toute façon, en fonction de votre statut, enfin de votre type de profession, vous n'aurez pas forcément la même caisse de sécurité sociale à laquelle vous devrez cotiser. Donc ça, encore une fois, c'est votre ordre qui va vous indiquer à quelle caisse de sécurité sociale vous allez cotiser. Mais sachez que c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez votre autorisation d'exercer par votre ordre professionnel, vous devez vous inscrire pour la sécurité sociale. La troisième étape quand on veut devenir libéral, c'est de faire sa déclaration d'activité auprès de l'URSSAF. Alors ça, c'est comme toutes les sociétés ou même les micro-entrepreneurs, c'est comme n'importe quel type de profession qui veut exercer en indépendant, il faut se déclarer auprès de l'URSSAF. Donc ça passe normalement par le CFE, le centre de formalité des entreprises. Si vous adressez au CFE duquel vous ressortez géographiquement, vous allez pouvoir remplir votre déclaration d'activité. C'est une formalité assez simple à laquelle vous pouvez accéder en ligne et vous avez un formulaire à répondre. Vous verrez de toute façon, quelle que soit la démarche que vous avez à faire, même si elle doit être faite auprès d'institutions différentes, on va tout le temps vous demander à peu près les mêmes informations qui sont des informations administratives sur votre identité, sur où est-ce que vous allez exercer, c'est ce type d'informations. C'est des informations assez classiques, il n'y a pas de piège. Par contre, il ne faut pas louper une étape, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une institution, il faut vraiment se déclarer auprès de tout le monde. Et l'URSSAF, ça fait partie des institutions auprès desquelles vous devez vous déclarer pour pouvoir exercer légalement.
Alors la quatrième étape, c'est l'inscription auprès de votre caisse de retraite. Alors là encore, ça va dépendre dans quelle profession vous êtes. Moi, ma caisse de retraite, c'est le CNDF, le Centre National des Barreaux de France. Je me souviens plus du premier terme, enfin en tout cas c'est le CNDF. Et là, vous verrez en fonction de votre profession, auprès de quelle caisse vous devez vous déclarer. Ça c'est repris dans l'article. L'article il a un petit tableau très clair. En fonction de votre profession, on vous indique la caisse de retraite qui est compétente. En général, ce qui se passe, c'est que l'URSSAF, une fois que vous êtes inscrit auprès de l'URSSAF, elle va envoyer à votre caisse de retraite vos informations. Donc en principe, quand vous allez vous inscrire auprès de votre caisse de retraite, votre caisse aura déjà beaucoup d'informations sur vous, donc vous aurez simplement des choses à compléter ou à déclarer de manière très simple. Si c'est pas le cas, c'est possible que vous ayez encore beaucoup d'informations à donner, mais encore une fois, c'est les mêmes informations que vous avez déjà données auprès de votre ordre, auprès de votre sécurité sociale, auprès de l'URSSAF, donc c'est un petit peu tout le temps la même chose. Même si ça se répète, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors ensuite, la cinquième étape, c'est d'adhérer à une AGA, une association de gestion agréée. Alors qu'est-ce que c'est une AGA? Je ferai sans doute une vidéo sur le sujet. Une AGA, en fait, c'est une association à qui vous allez envoyer toute votre comptabilité avant de la déclarer aux impôts. Et ce sont des associations qui ont des agréments, donc qui vérifient la comptabilité des libéraux et des sociétés et qui vont un peu vérifier si votre comptabilité est légale, s'il n'y a pas de problème dans votre comptabilité. Alors moi de prime abord j'ai jamais trouvé que ça avait un grand intérêt, surtout si vous avez un comptable. Ce qui n'est pas forcément le cas en libéral, mais il y a quand même beaucoup de libéraux qui ont des comptables, et c'est vrai que j'ai jamais vu, je voyais pas l'intérêt de payer un expert comptable. Donc un expert comptable c'est quand même quelqu'un qui est assermenté d'une part, et de payer d'autre part une association de gestion agréée. En plus, cette adhésion, elle est quand même semi-obligatoire, puisque si vous n'adhérez pas à cette association, à ce moment-là, vos revenus seront majorés de 20%. C'est-à-dire que cette année, vous allez déclarer votre revenu d'exercice libéral et via votre 2035, enfin ça on en parlera après, mais vous allez déclarer vos revenus professionnels, et puis ensuite ces revenus professionnels ils vont être intégrés à votre impôt sur le revenu, votre 2042. Et si vous n'avez pas adhéré à une association de gestion agréée, ce revenu-là va être majoré de 20%, et votre impôt sur le revenu il va être calculé du coup sur un revenu qui est majoré de 20%. Donc vous allez payer plus d'impôt sur le revenu. Donc quand on vous dit c'est bien d'adhérer à la session de gestion agréée parce que comme ça vous n'avez pas un surplus d'impôts, ça revient de manière concrète à vous forcer à adhérer à une session de gestion agréée. Donc moi au début j'étais assez hostile à ces associations, même si j'étais de fait adhérente à une association. Mais récemment j'ai changé d'avis sur les associations parce que j'ai changé d'association et maintenant je suis adhérente à une association qui s'appelle CGA Picpus et qui propose énormément de formations. Toutes les semaines il y a des formations en comptabilité, en développement de réseau commercial, enfin toutes les questions qui touchent aux intérêts des indépendants. Il y a beaucoup de formations là-dessus, elles sont complètement gratuites. Donc si vous habitez en région parisienne et que vous installez en libéral cette année, n'hésitez pas, adhérez à cette association agréée. Je leur fais de la publicité parce que vraiment moi ça fait une énorme différence pour moi. Je les ai découverts un petit peu par hasard. Du coup j'ai changé d'association, mais j'ai droit à un service auquel j'avais pas du tout accès avant avec l'association à laquelle j'avais adhéré précédemment. Or avec cette association j'ai vraiment pu assister à des formations qui m'ont vraiment servi, notamment toute une série de formations en comptabilité, surtout si vous démarrez sur la 2035, faire sa comptabilité, tout ça c'est des choses qui sont importantes à savoir. Qu'on ait un comptable ou pas, c'est important de comprendre comment fonctionne sa comptabilité, et c'est sûr que quand on est libéral c'est pas toujours très simple, et je pense que ces formations peuvent vraiment vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Si vous n'êtes pas en Ile-de-France, malheureusement vous ne pourrez pas accéder aux formations proposées par cette association agréée. Donc je vous invite moi à rechercher dans la région où vous êtes vraiment l'association qui propose le plus de choses, de plus de contreparties par rapport à votre adhésion pour avoir un retour sur investissement et pour pouvoir éventuellement profiter de formations très utiles pour votre activité. Alors la dernière question que vous devez vous poser, enfin la dernière étape, c'est le choix de votre régime fiscal. Alors ça c'est la question la plus importante quand vous démarrez votre activité. De toute façon sur les autres aspects vous n'avez pas le choix, vous avez simplement à remplir des formulaires administratifs. Aussi pénible que ce soit, vous n'avez pas
de décision à prendre. Par contre, sur le choix de votre régime fiscal, vous avez plusieurs options. Vous avez d'une part, vous pouvez choisir l'option BNC ou ce qu'on appelle la déclaration contrôlée, c'est la même chose. Hein. Déclaration contrôlée BNC, c'est la même chose. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le micro BNC. Alors le micro BNC, l'avantage du micro BNC, c'est vrai, c'est que vous avez des démarches comptables simplifiées, qui sont beaucoup plus simples qu'en déclaration contrôlée. Ou en BNC. Si vous regardez mes vidéos, si vous en avez vu plusieurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur les obligations comptables, sur comment moi je m'y prenais. Moi je suis en option de déclaration contrôlée, donc j'ai ma comptabilité à faire tous les ans. D'ailleurs j'ai un comptable, mais malgré ça j'ai quand même des obligations comptables parce que la déclaration contrôlée en fait c'est que vous déclarez votre chiffre d'affaires et puis ensuite vous allez déduire toutes vos charges professionnelles chaque mois. Comme ça à la fin vous avez votre bénéfice. Et l'idée c'est évidemment de faire baisser son bénéfice, c'est-à-dire d'avoir quand même beaucoup de charges professionnelles pour faire baisser son bénéfice, pour pas être trop imposé et pas avoir trop de charges calculées sur notre bénéfice, puisque le bénéfice c'est ce qui va déterminer le montant de vos cotisations URSSAF, de cotisations sécurité sociale et le montant de vos impôts. Donc c'est un petit peu ça l'idée quand on est en déclaration contrôlée. Le micro BNC, c'est beaucoup plus simple. Le micro BNC, on prend votre chiffre d'affaires et on retire 35%. Et en retirant 35%, on a votre bénéfice. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que vous n'avez pas tous les mois à compter vos factures pour savoir ce que vous pouvez déduire ou pas de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un vrai avantage de simplicité. Par contre, c'est pas avantageux si vous avez des charges qui sont supérieures à 35%. Par exemple, si vous avez 45% de charges parce que vous avez le loyer du cabinet, que vous avez la voiture, que vous payez plein de choses avec votre activité, dans ces cas-là, c'est pas avantageux pour vous puisque vous allez avoir un bénéfice qui est plus élevé en micro BNC que si vous étiez en BNC normal ou en déclaration contrôlée. Donc là, je vous explique en 2 mots un petit peu comment ça se passe. Je ferai peut-être une vidéo spécialement sur le sujet. Moi, ce que je vous invite à faire vraiment quand vous voulez vous lancer dans une activité libérale, c'est de vous renseigner sur ce que c'est que le BNC, le micro BNC, d'éventuellement de prendre rendez-vous avec un comptable, de consulter vos confrères, enfin vraiment de vous intéresser à cette question avant de choisir un peu au hasard. Parce que le problème quand on choisit un petit peu au hasard, c'est qu'après, on a du mal à changer on ne change pas 4 ou 5 fois de statut en 10 ans, même en 5 ans, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire un an je fais micro BNC parce que c'est avantageux, puis l'année d'après je passe en BNC, puis je repasse en micro BNC, même si en théorie on peut le faire, dans la pratique on ne le fait pas parce que ça prend du temps, que c'est toujours des soucis avec les administrations, que pour peu que l'administration n'ait pas compris, ça remet en cause tous vos calculs, enfin c'est un casse-tête pas possible. Donc je pense que c'est vraiment bien de bien choisir au départ, quitte à changer à l'avenir une fois, par exemple. Si vous êtes en micro BNC, à un moment vous vous apercevez que vos charges sont élevées ou alors que votre chiffre d'affaires est trop important, du coup vous passerez en BNC normal. Mais ça vaut vraiment le coup de vous intéresser à cette question et d'essayer de comprendre vraiment la différence entre les deux et qu'est-ce qui convient le mieux à votre profil. Alors voilà les informations que je voulais vous donner sur la première année d'exercice libéral. Voilà les choses que vous aurez à faire pour vous lancer en libéral. Dans l'article, il est également mentionné la question du montant des cotisations sociales. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle exactement. Mais c'est vrai que n'oubliez pas que votre première année d'exercice, comme on ne connaît pas votre bénéfice, vous allez avoir des cotisations forfaitaires qui vont en général être assez basses, et ce qui signifie que les années suivantes vous aurez des régulations. Donc il est impératif de mettre de l'argent de côté pour les régulations d'URSSAF, de sécurité sociale, parce que en principe la 2e ou la 3e année vous avez des grosses régulations qui vont tomber parce que vos cotisations sociales la première année seront en général minorées. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo répond à vos interrogations et je vous dis à la prochaine fois, au revoir.